Là, bonjour, je suis le docteur Benoît Risk. On va commencer doucement. Midi vient de sonner, le webinaire. Bienvenue pour ce dernier épisode de cette saison 2022 des webinaires proposés par le groupe 3R, dédié, comme lors de la première saison, à l'intelligence artificielle en imagerie médicale. Aujourd'hui, c'est donc le sixième épisode. Nous avons le docteur Ulysse Donval, qui est médecin urgentiste du côté de Rennes, en France, qui va nous parler d'exemples cliniques. On a beaucoup parlé de plusieurs aspects de l'intelligence artificielle. On va maintenant avoir des exemples concrets un petit peu de ce que ces nouvelles applications ont eu comme implication pour nos collègues urgentistes dans un service d'urgence adulte chargé, par exemple. Et le webinaire, aujourd'hui, va durer 45 minutes. Nous aurons, comme de coutume, la possibilité de discuter en direct de vos questions. Nous pourrons tâcher d'y répondre avec le docteur Donval et moi-même à la modération. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat de Zoom. Et puis, comme vous en avez l'habitude, il y a la possibilité d'obtenir un crédit de formation pour la Société suisse de radiologie, ainsi que pour la STRM, pour nos collègues techniciens en radiologie médicale. Il suffira de répondre aux mails que vous recevrez le lendemain. En quelques clics, vous recevrez automatiquement ce certificat de formation continue. Donc, aujourd'hui, c'est le dernier épisode. Un petit mot sur ce que l'on vous prépare pour 2023. Il y aura des nouveaux webinaires qui seront dédiés à l'imagerie oncologique. On sait que c'est une imagerie qui a le vent en poupe avec la radiologie qui va de plus en plus vers la médecine personnalisée. On pourra voir un petit peu les nouveautés en oncologie par organe durant l'année 2023. Nous reviendrons vers vous avec un programme détaillé. Pour ce qui est de cette saison 2022. C'est donc, comme je l'ai dit, le dernier épisode. Et l'interlocuteur du jour, le docteur Ulysse Donval, est un médecin urgentiste expérimenté. Il est praticien hospitalier au CHU de Rennes. Et il a une activité concernant les adultes, SAMU et SMUR aux urgences. C'est un référent en secteur traumatologie urgence adulte, avec une expérience dans différents services d'urgence de la région rennaise, avec des fréquences de passage variables, ça peut aller jusqu'à 210 patients par jour. Et dans le cadre de ce webinaire et par rapport à son activité traumatologique, il va nous présenter son expérience de l'utilisation du logiciel BoneView, qui est fait par la société Glimmer et qui détecte les fractures. Il va pouvoir nous montrer, nous on a notre idée au niveau des radiologues, ce que ça a pu impliquer pour nous. Là, la parole va donc être à notre collègue urgentiste pour voir vraiment l'urgentiste, qu'est-ce que ça a pu changer dans sa pratique par rapport à sa relation avec le radiologue, par rapport à sa relation avec le patient. Je vais donc passer la parole à Ulysse Donval. Nous aurons la possibilité de discuter de toutes les questions qui pourraient vous venir à l'esprit d'ici 40 minutes, 45 minutes. Je vous souhaite un bon webinaire et à tout à l'heure. Bonjour à tous, je suis le docteur Donval Ulysse, je suis praticien hospitalier au CHU de Rennes dans le service d'accueil des urgences adultes. Moi, je suis un pur clinicien, hein, et en dehors de ma tâche de clinicien, je m'occupe de la partie traumatologie aux urgences adultes, donc surtout de la gestion, de l'organisation et de la mise en place des nouveaux circuits et de l'évolution du service dans ce domaine. On m'a demandé aujourd'hui de vous parler un petit peu de l'utilisation qu'on faisait de l'intelligence artificielle au sein de notre service. Donc nous, il faut savoir qu'on l'utilise dans les traumatismes. On utilise un logiciel qui s'appelle BoneView, qui est un logiciel de lecture de radiographie, qui s'attache surtout à rechercher anciennement uniquement les fractures et maintenant les fractures, les luxations et les épanchements. Je vais vous présenter un petit peu comment on l'utilise, comment l'utilisation de ce logiciel a pu modifier le parcours des patients et quelles problématiques, entre guillemets, il peut apporter au sein d'un parcours de patient personnel et comment on essaie d'y répondre.
dans notre service. Donc, pour que ça ait du sens, vu que je pense qu'on travaille tous dans dans des structures différentes, enfin, il y a autant d'urgentistes que de structures. Nous, notre service, donc, au sein du CHU, on fait 60 000 passages en 2019. On est en constante augmentation. On sera aux alentours de 70 000 cette année. On sait que du fait du recours de plus en plus important des patients au sein des structures d'urgence et de l'augmentation de bassin de population, on a encore un nombre de patients qui va croître sur les années qui viennent et pour très longtemps. La traumatologie au sein de notre service, c'est 40% environ des passages et 20% de nos passages concernent la traumatologie de membres. Donc, les moyens dont on a à disposition pour traiter ces pathologies, on a un senior dédié posté du lundi au dimanche toute la journée. Ça, c'est quelque chose qui est assez récent, qu'on n'a que depuis cet été. On a un senior partagé sur la période de garde avec le déchocage, la salle d'accueil des urgences vitales, donc qui traite, comme son nom l'indique, toutes les urgences vitales, décompensation respiratoire, coma, intoxication, AVP. Donc, un senior qui a du mal, en tous les cas, sur la garde, à pouvoir se dégager du temps pour la traumatologie, en tout cas en urgence. On a 2 internes du service qui sont présents tous les jours, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, il faut savoir que c'est des internes de premier et deuxième semestre de médecine d'urgence et de médecine générale. Et on a un interne d'orthopédie qui est présent il n'est pas dans le service, mais sur le site tous les jours, nuit et jour, qui, si besoin, on peut l'appeler. Il y a un interne de radiologie qui est également présent sur site 24 heures sur 24, avec un scanner accessible. Et en fait, tous nos malades bénéficient d'une relecture radiologique à 2 à 3 jours, enfin tous les malades sortants par le service de radiologie. Donc, ce n'est pas forcément des seniors qui relisent les radios, ni des seniors d'ostéo-articulaire. C'est le plus souvent un peu les internes, parce que c'est un travail qui est un petit peu moins… voilà. Donc, en tous les cas, c'est surtout les internes qui relisent les radios. Il faut savoir qu'on a un CHU, donc un centre hospitalier universitaire. Donc, on a beaucoup d'internes qui travaillent dans notre service, donc qui prennent en charge des patients. Et tous nos patients bénéficient d'une seniorisation, c'est-à-dire que normalement, ils ne sont pas censés sortir, surtout en début de stage, sans avoir une validation du senior qui relie les radios et qui valide les dossiers. Donc, le premier point, ça va être, je vais vous montrer comment, en tout cas vous présenter comment l'utilisation du logiciel Boneview, d'intelligence artificielle, a modifié le parcours des patients au sein de notre service. En fait, on a complètement créé un parcours des patients traumatisés de membres qui n'existait pas avant. En fait, on en est arrivé là en faisant un constat. On a constaté qu'en interrogeant notre base de données, donc, comme je vous disais avant, on a 20% de nos patients qui consultent aux urgences pour les traumas de membres. Et en fait, on a 70% de ces patients qui retournent à domicile, dont la grande majorité, 90% quasiment, sont indemnes de fractures. Et surtout, on s'est rendu compte qu'on avait des durées moyennes de séjour qui étaient quasiment sensiblement les mêmes pour les patients qui rentraient à la maison avec et sans fracture, donc entre 4h35 et 5h, ce qui nous paraissait totalement anormal. Normalement, quand on n'a pas de fracture, on n'a pas besoin d'une seconde imagerie, type scanner ou choses comme ça. Pas besoin d'avis orthopédique le plus souvent et surtout pas besoin d'immobilisation qui sont chronophages. Et surtout, en fait, on avait des durées moyennes de séjour, on trouvait sans fracture de 4h30, qui étaient quand même assez importantes pour ce type de pathologie. Partant de ce constat-là, comme beaucoup entre guillemets, de structures d'urgence, en France, on a des moyens humains qui sont limités. Au-delà du fait d'avoir des enveloppes pour recruter, on a des difficultés à trouver des nouveaux urgentistes, on a des difficultés à trouver des paramédicaux pour travailler dans une structure d'urgence, un marché qui est très tendu. Et d'autre part, on a également une impossibilité d'augmenter la surface de prise en charge des malades. On est dans un bâtiment qui est fini et il n'y a pas de travaux, en tous les cas, d'agrandissement de prévu. Donc, tout ça faisant, on s'est posé la question, finalement, avec des moyens, entre guillemets, constants, humains et matériels, comment on pouvait améliorer la prise en charge des malades, diminuer le temps de passage, sans dégrader la qualité des soins. En fait, c'est là où on est venu à l'intelligence artificielle
qui commençait à vraiment être abouti dans certains domaines, notamment la lecture de radio, via le logiciel d'intelligence artificielle Boneview. Le logiciel Boneview, c'est un logiciel qui est validé, notamment via une étude. Et en fait, ce qui nous paraissait extrêmement intéressant dans cette étude, c'est qu'en fait, dans l'étude, on montre, en tous les cas dans cette étude, on montre que l'urgentiste associé à le logiciel d'intelligence artificielle était meilleur dans la détection d'absence de fracture que le radiologue simple, sans l'utilisation du logiciel, ce qui nous paraissait finalement, en fait, comme on le voyait avant, nos malades, là, dont la majorité rentrait à domicile sans fracture, nous paraissait un élément suffisant pour permettre de laisser les malades rentrer sans validation des seniors en temps réel lorsqu'ils étaient vus par des internes, ce qui correspondait à toute notre période de garde et une partie de la période de jour. Associé à cela, en fait, on a complètement repensé le parcours des patients. Donc, je vais vous présenter l'ancien parcours. L'ancien parcours, en fait, les malades arrivés à l'accueil étaient screenés à l'IAO avec le degré de gravité, la pathologie traumatique. Ensuite, arrivés une première fois dans le module de traumatologie, où il y avait un premier temps d'attente avant d'être vu par un médecin qui prescrivait ensuite les radios. Le patient était vu en radio, retournait ensuite en secteur, attendait de nouveau qu'un médecin puisse le voir, qu'un box se libère. Et à ce moment-là, le médecin voyait les radios, vous revoyez le patient et si possible, le faisait sortir, sinon on l'hospitalisait. En fait, dans le nouveau parcours patient, on a intégré à l'accueil, dans le logiciel de travail, un logiciel Résurgence, un questionnaire qui est directement accessible et qui va en fait permettre de sélectionner les malades qui ont un traumatisme simple de membre, c'est-à-dire un malade qui vient pour un trauma de membre, pas une douleur de membre isolée, qui n'a pas de déformation majeure, qui n'a pas de déficit sensitivo-moteur important, c'est-à-dire que si c'est juste lié au cou, il n'y a pas de problème, mais il ne faut pas qu'il ait une atteinte sensitive ou motrice importante. On va également screener les malades qui n'ont pas de traumatisme crânien, pas de traumatisme rachidien ou d'éléments de gravité dans l'interrogatoire de type énergie cinétique importante. Une fois qu'on a screené ces malades, ils bénéficient d'une prescription de radiographie à l'accueil, qu'on a également standardisée. En fait, on ne prescrit plus maintenant les différentes incidences, mais uniquement l'articulation, par exemple, coup de traumatique. Et les manip radio savent quelles incidences ils doivent faire. Ça permet une bonne relecture des radiologues a posteriori. Donc, le malade va directement en radiologie. Et ensuite, le temps qu'il retourne du service de radiologie jusqu'à la traumatologie, Boneview va interpréter les radios en quelques minutes. Et comme ça, quand le malade est vu directement, donc on n'a pas de temps d'attente, le premier temps d'attente qu'on avait initialement. Donc là, il y a un seul temps d'attente et le malade va être vu par le médecin, donc soit l'interne, soit le senior, avec directement les radios réalisées et l'interprétation de Boneview. Et au cas où l'interne et le logiciel ne verraient pas de fracture, le malade peut sortir directement, ce qui permet de gagner encore ce temps d'attente-là. De la même façon, si bien sûr l'interne et le logiciel Boneview ou le médecin logiciel Boneview voient une fracture, ça permet également d'avoir recours à l'orthopédiste plus rapidement sans qu'on demande à un senior est-ce que véritablement il y a une fracture ou pas. En fait, les résultats de ce nouveau parcours patient, articulé en particulier autour du logiciel Boneview, on avait défini différents indicateurs de performance avec la direction pour juger ou non de l'efficacité de ce dispositif. Donc, bien évidemment, le premier, c'était la DMS, la durée moyenne de séjour. Le deuxième, c'était le taux de discordance. Ce qu'on appelle discordance dans notre service, c'est lorsqu'il y a une différence entre l'interprétation qui a été faite par l'urgentiste dans le service des urgences avec l'interprétation qui est faite rétrospectivement par le service de radiologie. Ensuite, on regardait également quel était le pourcentage de réponse du logiciel, sachant que le logiciel peut donner comme réponse fracture,
pas de fracture ou doute sur une fracture. Donc, nous, on voulait un logiciel qui soit quand même discriminant. On ne voulait pas d'un logiciel qui nous réponde dans 50% des cas, doute sur fracture. On voulait un logiciel qui discrimine les malades si fracture ou pas fracture. Et enfin, l'autre point qui nous importait, c'était qu'on n'ait pas une sursollicitation des radiologues et du service de radiologie de façon plus générale par des radios complémentaires ou des imageries complémentaires de façon trop importante. En tous les cas, que ça ne crée pas un nouveau recours à la radiologie. Donc, concernant la DMS, donc là, on voit qu'on avait des DMS qui étaient de 4h36 pour les patients sans fracture et de 5 heures pour les patients avec fracture. Et là, la DMS moyenne, tout patient inclus, tout patient confondu, on n'a pas de sous-classement en fonction de patients avec ou sans fracture dans notre filière, mais on arrive à 3h40, donc un gain de temps entre 20 et quasiment 30% de temps. Et surtout, ce qui me paraît assez parlant, c'est qu'en fait, on voit qu'on a 75% de nos patients qui se retrouvent avec des durées moyennes de séjour quasiment équivalentes à celles qu'avaient les patients sans fracture avant. Donc, on voit qu'on a abaissé quasiment 75% de nos malades avec à une DMS qui est égale à la moyenne de celle qu'il y avait avant. Et surtout, on a une médiane à 3h12, donc ce qui est nettement inférieur à ce qu'on avait avant en termes de moyenne. Même si on compare une médiane et une moyenne, ce qui n'est pas, entre guillemets, très, très rigoureux, mais on voit bien qu'on a quand même un énorme, à l'échelle d'un service d'urgence, un énorme gain de temps. Si vous prenez, entre guillemets, 1 heure pour chaque malade, sur le temps médical gagné, en tout cas le temps de passage gagné globalement sur une année, c'est quand même assez conséquent. Les discordances sur les 1102 patients qu'on avait inclus au moment où on avait réalisé nos statistiques, on voit bien qu'on a très peu de discordances. 6 sur 1102, c'est quasiment zéro. En plus, dans ceux-là, on avait 4 hémarthroses de coude, donc ce n'était même pas des anomalies dans la lecture de la recherche de fracture. Je pense qu'il faut prendre ces chiffres un peu avec des pincettes. Comme je vous ai dit, les radios sont relues par les internes et les internes de radiologie ont également bonne view quand ils relisent les radios. Donc, je pense qu'il y a une certaine partie des internes qui est en partie influencée par la réponse du logiciel d'intelligence artificielle. En tous les cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'on n'a pas une explosion des discordances, en tous les cas. Même si on n'a pas de données antérieures, on passe pas, en tous les cas, on n'a pas des discordances, on n'a pas 10% ou 20% de taux de discordance qui serait problématique dans une pratique quotidienne à gérer. Les réponses incertaines du logiciel, donc ça concerne quand même 10% des patients, ce qui n'est pas si énorme. On peut le voir en sens inverse, on a 90% des patients pour lesquels le logiciel nous donne une réponse, fracture ou pas de fracture, donc on était plutôt satisfait. Et enfin, concernant le nombre d'avis radiologiques spécialisés, eh bien, on n'en a aucun, c'est-à-dire qu'on avait mis en place, ce qui n'existait pas du tout avant, une ligne en semaine, en jour ouvrable, d'avis ostéo-articulaires auprès des seniors d'ostéo-articulaires, ce qui n'existait pas du tout. Et en fait, on se rend compte qu'on n'a eu aucun coup de téléphone auprès des seniors d'ostéo-articulaires. C'est un peu dommage parce que c'est toujours bien d'avoir accès, entre guillemets, aux meilleurs spécialistes de l'hôpital, surtout dans un centre universitaire où on a des très bons spécialistes. Alors, probablement parce qu'en fait, le senior urgentiste arrivait à trancher et que dans le cas où il n'arrivait pas à trancher entre l'absence de fracture ou la présence d'une fracture, les habitudes du service font qu'on appelle plus souvent le service d'orthopédie pour avoir leur avis et que quand on n'arrive pas à savoir, on réalise bien souvent un scanner complémentaire qui permet de trancher. Donc, on n'a finalement pas eu besoin de sursolliciter ou en tout cas de solliciter des radiologues et de créer encore une tâche supplémentaire pour leur service, même si c'est toujours bien de travailler avec les autres spécialités. La prescription d'imagerie complémentaire, donc pareil, on n'a pas réussi à avoir de données chiffrées sur le nombre de patients qui bénéficiaient de radios complémentaires, soit parce que les radios prescrites à l'accueil étaient insuffisantes, soit parce que Boneview nécessitait peut-être d'autres incidences ou d'autres imageries. Néanmoins, on pense qu'il y en a peu. Nos manips radio sont quand même très, très sensibles
à cette problématique. Ils détestent quand les malades reviennent une deuxième fois pour une nouvelle réaction de radio qui n'est pas justifiée. Donc, ça nous revient vite aux oreilles. Donc là, dans tous les cas, on n'a pas l'impression que c'est beaucoup modifié ce paramètre-là. Et quant au scanner, en fait, sur les 1100 malades, on voit qu'il n'y en a que 39, enfin que 39 qui ont bénéficié de scanner au décours, donc 50% pour des décisions thérapeutiques. Donc, c'est quand même très peu, et 25% étaient liés à un doute sur une fracture de Duty et avec un besoin de clarifier le diagnostic. Donc, finalement, ce qu'on retire de cette, enfin, ce qui était pas, enfin, j'allais dire de cette expérimentation, finalement, c'est pas une expérimentation en fait de cette nouvelle pratique, puisque c'est du quotidien. Il ne s'agit pas d'une étude en cours, c'est vraiment quelque chose qu'on continue à faire à l'heure actuelle. On avait commencé en août 2021, donc il y a bientôt 1 an et demi. C'est que ça nous a permis de repenser de nouvelles organisations dans le service, notamment via la création d'un parcours patient, permettant effectivement de gagner en performance sans augmenter les moyens humains et physiques. Et surtout, ça nous a permis de plusieurs choses, notamment de mettre en place la prescription anticipée à l'accueil, qui était un écueil sur lequel on butait depuis plusieurs années. Ce qui est un peu difficile parfois dans les grandes structures, c'est qu'à la fois on a beaucoup de moyens, mais à la fois on a une rigidité qui est plus importante que dans les petites structures. Et la deuxième chose, c'est ça a permis aussi en tous les cas de se rapprocher en partie du service de radiologie, parce que c'est un projet qui s'est fait main dans la main avec eux. Il faut savoir que CHU de Rennes et les radiologues sont plutôt partants pour l'intelligence artificielle et même partie prenante. Donc voilà, c'est en tous les cas un projet qui nous a permis de nous intégrer un peu plus dans le CHU. Donc voilà comment on a pu, grâce au logiciel, en tous les cas, repenser le parcours patient à l'échelle du service, à l'échelle de nombreux patients. Maintenant, on va voir un petit peu, à travers différents cas cliniques un peu plus légers que cette présentation, comment l'utilisation du logiciel d'intelligence artificielle vient modifier la prise en charge des patients, ou en tous les cas peut poser certaines problématiques qu'il nous faut résoudre. On démarre. Premier cas clinique. Alors, vous avez un patient, Monsieur D, 30 ans. Donc, Monsieur D, 30 ans, consulte aux urgences à 3h45 du matin pour une chute de sa hauteur il y a 24 heures, avec une réception sur les mains. Il est vu par un interne qui l'examine, qui retrouve un poignet droit avec une douleur au niveau de l'extrémité ulnaire, une extension limitée du poignet, un coude douloureux avec une flexion limitée. L'extension n'est pas décrite et on a une pronosupination possible mais douloureuse. Donc, le patient est rentré dans notre nouvelle filière de traumatisé de membre. Donc, il a eu ses radios avant d'être vu par l'interne. L'interne regarde les radios. Je vous laisse un petit peu de temps pour que vous les examiniez vous-même. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que sur le profil, sur la face et sur le profil surtout, on voit ce petit aspect ici. Et à quoi conclut l'interne? L'interne conclut à absence de fracture. Bon. Le logiciel d'intelligence artificielle de BoneView conclut à fracture. Il faut savoir que BoneView, quand il voit une fracture, il l'entoure par un cadre blanc. Quand il a un doute, c'est un cadre en pointillé. Et enfin, quand il ne voit pas de fracture, il n'y a pas de cadre du tout. Il met juste nos fracts et le nombre d'images analysées. Donc, la conclusion de l'interne, absence de fracture. Le patient rentre avec un antalgique, un coude au corps. Je ne vous ai pas présenté les radios de coude puisqu'il n'y avait pas d'intérêt, il n'y a pas de lésion objectivée. Et l'interne demande une reconvocation en orthopédie à J7. On a un circuit de reconvocation automatisé à partir des urgences qui transmet les demandes directement au secrétariat qui se charge de reconvoquer les patients, secrétariat d'orthopédie. Et finalement, que devient ce patient? Eh bien, ce patient, il n'a pas de chance, il sort à la maison, mais la relecture radiologique n'est pas faite par le service de radiologie.
ne sait pas pourquoi il passe à la trappe. Il consulte finalement à 4 semaines en orthopédie et là, il a toujours une douleur élective à la palpation du triquetrum et à la relecture radio par l'orthopédiste, il y a bien une fracture dorsale du triquetrum de type 1 et le patient a une manchette plâtrée pendant 3 semaines. Et finalement, à 3 mois, il a une gêne lors des manœuvres de flexion-extension et de port de charge lourde. De tête, c'est un patient qui était manutentionnaire, donc finalement avec une vraie perte de chance, hein, de ce retard de diagnostic, surtout quand le logiciel avait fait le bon diagnostic. C'est toujours un peu dommage. C'est un patient qui est c'est un peu l'alignement des trous du gruyère, hein. À la fois, l'interne ne voit pas la radio, le logiciel la voit, mais l'interne n'en tient pas compte. Ou en tous les cas, on ne sait pas ce qui se passe, mais ce n'est pas retenu et ce n'est pas relu par le service de radiologie. Puis finalement, le malade est vu avec 4 semaines de retard. Qu'est-ce que ça nous pose comme question? Finalement, on a un interne un interne, ça pourrait être n'importe quel praticien, hein, qui ne voit pas la fracture, malgré le fait que le logiciel lui la présente clairement. Et comment on peut expliquer ça? Comment on peut expliquer ça? D'abord, moi, je retiendrai les facteurs environnementaux. Vous voyez un malade, ce malade-là, en l'occurrence, qui consulte 24 heures après le traumatisme, de façon intrinsèque, on se dit un petit peu, bon, il consulte 24 heures plus tard, probablement qu'il n'a pas très mal, il ne doit pas avoir grand-chose. En plus, il consulte en nuit profonde. Donc, vous voyez un malade qui consulte 24 heures plus tard pour un trauma du poignet qui vient à 3h45 du matin alors qu'il a 30 ans. Bon, ça vous agace un peu. En plus, en nuit profonde, on a commencé la garde déjà un certain moment, on enchaîne les malades, il y a une fatigue physique qui s'installe et une fatigue mentale. Donc, un petit peu moins de vigilance. Donc, comme je disais, il est pris en charge par l'interne, probablement un petit peu moins expérimenté qu'un senior, interne de premier semestre, moins adepte de la lecture de radiographie. Et puis, finalement, avec un logiciel qui est nouveau. C'est un patient qui a été vu dans le mois qui débute le début de l'utilisation du logiciel. Donc, probablement que, en tous les cas, j'imagine que l'interne n'a probablement pas vu l'interprétation du logiciel de Bonneview. Alors, qu'est-ce qu'on doit en déduire? On doit en déduire que malgré, en fait, Bonneview, c'est un outil. Comme tous les outils, en fait, il faut former les gens. Et malgré le fait qu'on les forme, eh bien, les gens peuvent ne pas l'utiliser correctement. Et notamment dans les services d'urgence, en tous les cas dans le nôtre, on a un turnover qui est extrêmement important. Les internes tournent tous les 6 mois, les externes tous les 3 mois. Et même chez les seniors, on a plein de types de contrats différents, assistants, chefs de clinique, praticiens hospitaliers contractuels. Et ce qui fait que, eh bien, malgré le fait qu'on ait un logiciel qui soit performant, qui soit installé dans le service, eh bien, on est toujours à risque que les praticiens eh bien, ne sachent pas l'utiliser. Donc ça explique en partie probablement pourquoi l'interne n'a pas vu la fracture. En tous les cas, ce malade n'a pas pu bénéficier du logiciel. Et puis enfin, le défaut de relecture, donc ça, c'est indépendant de notre service, c'est pas de chance. Il n'a pas été vu par les radiologues. Voilà pour le cas clinique numéro 1. On va voir le cas clinique numéro 2. Bénéfice du logiciel. Ah oui, petit point que j'avais prévu. Là, on voit que tout l'intérêt du logiciel, à mon sens, qui est un logiciel du coup d'intelligence artificielle, donc l'informatique, c'est que le logiciel, il a une performance qui est sensiblement supérieure à celle d'un opérateur peu entraîné. C'est-à-dire que le logiciel, dès qu'il est mis en place, il a ses performances. L'algorithme, il n'a pas besoin d'apprendre quand il est sur le marché, hein, il a déjà appris. Donc, il peut pallier aux défauts de compétences d'un opérateur peu entraîné. La deuxième chose, c'est que le logiciel, il n'est pas perturbé par interruption de tâches. Quand vous êtes aux urgences, eh bien, vous avez plusieurs malades à la fois, donc plusieurs prises en charge, entre guillemets, simultanées, donc à penser. Vous avez le téléphone qui sonne, l'infirmier qui vous demande votre avis. Enfin, voilà. Donc, le logiciel, lui, il n'est pas perturbé par l'interruption de tâches. Il n'est pas impacté par la fatigue mentale et physique. Donc, finalement, encore un facteur qu'on retrouve dans ce cas clinique-là.
que vous soyez à 8 heures du matin ou à 2 heures du matin, le logiciel, lui, il fait son travail, point. Et il peut faire 1000 malades dans la journée, ça n'impacte pas ses performances. Et enfin, il n'est pas impacté par le ressenti que vous pouvez avoir vis-à-vis d'un malade. C'est-à-dire que le malade qui est désagréable, le malade qui ne veut pas vous répondre, le malade qui est alcoolisé, en fait, le logiciel, lui, il va purement et simplement interpréter la radiologie. Donc, ce qui fait qu'en fait, je pense que le logiciel, il a un gain de performance dans la lecture de radiologie en vous aidant lorsque vous êtes dans toutes ces difficultés-là qui font que vous avez une analyse des radios qui est moins performante que quand vous êtes bien assis derrière votre bureau à 16 heures dans une pièce calme. Et donc, c'est justement ce cas clinique-là où le logiciel aurait dû venir au secours de l'interne, et ce qui s'est malheureusement pas passé. Deuxième cas. Cas numéro 2, on a monsieur D qui a 18 ans, pas d'antécédent, pas de traitement, admis via les sapeurs-pompiers pour un traumatisme du genou gauche lors d'un match de foot, cas classique. Examen clinique, on a un genou gauche qui est tuméfié, un choc rotulien positif, douleur à palpation interne et articulaire et un patient qui n'arrive pas à prendre appui sur sa jambe. Les radiographies, je vous laisse un petit peu de temps. Ok, donc ce qu'on peut voir, je ne sais pas si vous avez vu, c'est à cet endroit-là, il y a un petit aspect anormal. Un petit aspect un petit peu anormal ici. On peut suspecter un petit arrachement osseux. Donc, c'est ce qui est suspecté par le clinicien. Donc, lui, il pense qu'il y a un arrachement osseux ici. Et là, Bonneview entre en jeu. Et là, Bonneview, lui, a un doute sur l'arrachement osseux. Donc, que va faire le clinicien? Eh bien, lui, il se dit, mince, finalement, moi, je pense que c'est un arrachement osseux, mais Bonneview a un doute. Est-ce que j'ai vraiment raison? Et du coup, il va demander un scanner complémentaire. Scanner complémentaire qui le conforte dans son diagnostic, fracture à avulsion de l'anthèse tibiale du LCA avec présence d'un petit arrachement osseux de 5 mm au sein de l'échancrure intercondylienne provenant de l'éminence intercondylienne. Donc, il avait bien raison. Prendre un avis orthopédique, attel de Zimmer, décharge par béquille et convocation consultation orthopédique avec une IRM du genou gauche. Alors, ce que pose comme question ce cas clinique-là, en tous les cas, les remarques qu'on peut en faire, c'est que finalement, on a un praticien qui fait un diagnostic radiographique. Donc, arrachement osseux, probablement au niveau du LCA, enfin, au niveau des ligaments croisés en tous les cas. Et il va se retrouver finalement avec l'intelligence artificielle à avoir une petite incertitude diagnostique, c'est-à-dire qu'il se dit, mince, est-ce que j'ai vraiment raison? Alors que s'il n'avait pas eu le logiciel, probablement qu'il se serait arrêté ici dans les examens complémentaires et qu'il aurait pris l'avis orthopédique directement avec la même conduite à tenir. Donc, en fait, on voit que si on est face à en tous les cas, si le praticien n'est pas assuré de son diagnostic, ça peut entraîner le fait d'avoir un nouvel élément qui crée de l'incertitude, une surprescription d'examen. Clairement, il y a probablement, en tous les cas, s'il n'y a pas d'incertitude du logiciel, aucune indication à réaliser un scanner en urgence chez ce malade. Donc, on a fait un scanner en trop, donc une surprescription d'examen. Donc, on augmente le temps de passage du malade, on l'irradie un peu et ça coûte un peu aussi en termes de dépenses de santé. Je pense qu'il faut retenir, c'est que quand on est urgentiste, alors quand on est jeune, c'est une chose, mais qu'on voit des radios depuis 10 ans ou même un peu plus, il faut se faire confiance. On est capable de lire des radios et on n'est pas forcément meilleur que le logiciel. Ce qu'il faut retenir sur le logiciel, en tous les cas, le logiciel Bonneview, c'est que dans l'analyse en sous-groupe, dans l'étude Princeps de validation, lorsqu'on confondait les radiologues et les urgentistes dans un seul et même groupe, dans l'analyse en sous-groupe, le logiciel était surtout discriminant dans la détection de fractures pour les mains et les pieds. Donc,
des zones où on sait que c'est un petit peu plus, enfin, en tous les cas, en pratique clinique, c'est un petit peu plus compliqué d'être très performant, alors que sur les autres segments, globalement, on se débrouille pas trop mal. Enfin, ce qui est important, ce qu'on voit dans ce cas, c'est que le praticien avait la possibilité, devant le doute de diagnostic radiologique, d'avoir accès à un scanner complémentaire pour rapidement avoir une réponse à sa question. Et je pense que c'est ça qui est important, qu'il faut retenir, c'est que le fait d'avoir un doute, en fait, lié à l'intelligence artificielle, c'est pas grave, entre guillemets, tant que c'est pas trop fréquent. Mais ce qui est important, c'est d'avoir des filières identifiées, soit immédiates, donc soit avoir l'accès à un radio ostéo-articulaire, soit aux orthopédistes, soit à une imagerie rapide. Et ça peut être mis en place finalement dans n'importe quelle structure, je pense quasiment, même en petit périph', hein, pour y avoir travaillé. Euh, de plus en plus, la nuit, il y a quand même accès au scanner, que ce soit en téléradiologie ou alors, si, comme dans ce cas-là, vous n'avez pas besoin d'un avis immédiat pour une prise en charge au bloc opératoire immédiate, vous pouvez toujours avoir une filière de soins de reconsultation rapide, ou alors le lendemain, vous mettez les dossiers dans un tas classé et vous appelez l'orthopédiste. Enfin, en tous les cas, l'idée étant si on a un logiciel d'intelligence artificielle avec des doutes possibles, d'anticiper ça en fonction des ressources disponibles localement, quoi. Troisième cas clinique, on a Madame M, 45 ans, qui vient pour un traumatisme de la cheville droite, de mécanisme inconnu. La patiente, vous l'interrogez, je me suis tordu la cheville, c'est assez fréquent ça, aux urgences. Vous essayez toujours de préciser le mécanisme pour avoir une idée du type de lésion possible, mais certaines fois, les gens ne savent pas le dire parce qu'ils étaient en soirée ou parce qu'ils ne savent pas. Elle a pour antécédent des entorses de la cheville droite à répétition. À l'examen clinique, vous avez un œdème malléolaire externe droite, connu selon la patiente, une douleur de la malléole interne et de la face intérieure de la cheville droite, et la patiente marche. Elle est peu douloureuse. On réalise des radios. Donc, pareil, je vous laisse un petit peu de temps pour la regarder. Ok, deuxième incidence. Alors, le praticien, lui, il se dit, en relisant le dossier, il se dit, il n'y a pas de corrélation franche entre la clinique et cet petit aspect d'image. Il se dit, c'est peut-être un petit arrachement ancien, une petite calcification du fait de ses antécédents. Bon. Et puis, Bonneview passe par là. Bonneview dit doute. Doute sur une fracture. Et du coup, qu'est-ce qui va être fait derrière, à votre avis? Et non, pas un scanner. L'avis de l'interne de radio. Là, ça aurait peut-être été pertinent d'appeler le senior d'ostéo-articulaire, mais bon, habitude de service, on appelle l'interne de radio qui est dans les urgences. Et l'interne de radio n'arrive pas à trancher et va demander du coup un scanner. Et le scanner, en fait, ne retrouve pas de fracture. On a une intégrité des différents repères articulaires et une minime infiltration au regard de la malléole externe. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que l'implication du logiciel crée encore un doute sur une fracture, sans qu'on ait de corrélation entre l'imagerie et la clinique. Donc, clairement, en fait, on a un doute avec une image qui est finalement peu évocatrice, en fait. Et ça crée de l'incertitude une fois de plus. Et il y a un scanner qui est fait, j'ai noté en excès, voilà, dont on aurait pu se passer, comme tout à l'heure. Je pense que l'important dans ce cas clinique-là, c'est toujours de se faire confiance cliniquement. C'est important, en fait, à mon sens, aux urgences, on le voit, d'avoir une plus-value quand on est aux urgences. Certes, on a l'image, mais en fait, tout ça, ça s'intègre
dans l'histoire clinique avec les antécédents, avec un examen clinique. Et je pense que la phrase qu'on retrouve souvent dans les comptes rendus de radiologie, notamment les scanners, elle doit être vraie, à mon avis, dans notre esprit quand on interprète l'interprétation, enfin, quand on pense à l'interprétation de Bonview, c'est la phrase à confronter au contexte clinico-biologique, entre guillemets. Je pense qu'elle s'applique bien là. Avoir une image qui n'a aucun sens, même si là, bon, ça reste de la cheville, mais cliniquement, sur la radio, eh bien, en fait, il faut réussir à ne pas en tenir compte, hein. Ça arrive fréquemment chez les patients. Plus ils sont âgés, plus ils ont des images un peu bizarres. Euh, D'où l'importance aussi d'avoir un logiciel qui arrive à trier ces images. Enfin, le cas numéro 4, c'est Madame F, 53 ans. Elle vient pour un traumatisme du poignet gauche sur chute de sa hauteur. Antécédent de chirurgie du poignet gauche. L'examen, un poignet gauche sans surprise de démacier, douloureux, avec une limitation de la flexion-extension. Les radios sont celles-ci. Je vous laisse la regarder. Je change d'incidence. Donc, moi, personnellement, ce que je vois, c'est qu'il y a clairement un aspect anormal ici, probablement de fracture, mais le praticien a un doute sur cet aspect-là. Bonview passe par là et lui détecte bien une fracture sur les 2 incidences, face et profil. Et en fait, le praticien, ce qu'il va faire, vu que Bonview a un doute, enfin non, vu que lui a un doute et que Bonview voit une fracture, il va réaliser un scanner. Un scanner qui retrouve une fracture transversale, l'extrémité distale du radius, avec des traits de refend articulaire sagittaux. Ce qu'on voyait. Avis interne d'orthopédie, on immobilise par manchette, on consulte à J7. Alors, on revient un peu sur ce que je vous ai dit précédemment. Donc, on a un aspect suspect pour le praticien de la première radiographie. D'accord, c'est confirmé par Bonview, mais lui n'est encore pas totalement convaincu. Et donc, il a la présence d'esprit, en tout cas la capacité de réaliser un scanner qui permet d'avoir le diagnostic final, donc sans perte de chance pour le malade. Et enfin, le dernier cas, le cas numéro 5, monsieur H, 25 ans, admis pour un trauma du membre supérieur gauche sur chute de vélo avec réception sur l'avant-bras droite à 2 heures du matin. Il a pour incident des fractures des 2 poignets qui ont été opérées. La clinique, vous avez un coup de gauche avec une flexion et une extension complète, une pronosupination qui est limitée avec de la douleur. On voit les radiographies, je vous laisse regarder. Deuxième radiographie. Et voilà l'interprétation de Bonview. Et surtout je vous remets en arrière pour voir si vous avez vu le profil. Voilà, Bonview va détecter 2 lésions. Je vous laisserai regarder pour voir si vous les aviez trouvées. Donc, il va détecter à la fois l'hémarthrose. À l'époque, il mettait doute sur les hémarthroses de coude. Maintenant, il met épanchement. Et surtout, cette petite fracture qu'on voit là. En tout cas, moi, je l'ai trouvée assez discrète. Et donc, sur le scanner, on a une fracture transversale non déplacée de la base de la tête radiale droite, avec une jonction tête-colle avec un fin refend sur la circonférence. Avis orthopédique, traitement orthopédique et coup de corps strict pendant 2 semaines, reconvoqué dans 2 semaines. Le dernier cas clinique, je vous le présentais un petit peu pour vous montrer que malgré tout, c'est quand même un outil qui est assez performant. Moi, perso, je trouvais que la dernière fracture, alors certes, il y avait l'hémarthrose, mais elle n'était quand même pas si évidente que ça, parce que très peu déplacée. Donc, c'est quand même pour vous montrer, à mon sens, ce qu'il faut retenir, c'est quand même, malgré le fait que ça peut compliquer un petit peu les prises en charge dans certains cas,
c'est quand même des outils. En tous les cas, le logiciel Boneview, c'est quand même un outil qui est très performant. Il faut retenir que finalement, on n'a que 10% de doutes et que dans la grande majorité des cas, on n'a que 40 scanners sur les 1000 malades. La grande majorité des cas, on n'est pas obligé de prescrire des scanners à chaque fois. On arrive à s'en sortir avec les avis orthopédiques, l'avis de l'urgentiste seul. Donc voilà. Donc là, je voulais vous présenter les petits cas un petit peu euh, qui nécessitent en tous les cas d'avoir des organisations locales avec des personnes, enfin des spécialités ressources ou des imageries ressources. Mais dans la grande majorité des cas, le service des urgences seul arrive à pallier à la situation. Donc voilà, c'est un peu la conclusion des cas cliniques. Donc très majoritairement, il y a un accord entre le diagnostic médical et le diagnostic de Boneview sur la lecture de radio. Ça peut générer des incertitudes dans le diagnostic, d'où la nécessité d'avoir un logiciel qui est performant, avec en tous les cas, peu de doutes, parce que sinon c'est ingérable. Il y a un vrai intérêt de l'évaluation clinique. Je pense qu'il ne faut vraiment pas le négliger. Ça fait un peu ancien, mais en tous les cas, il faut toujours remettre les images radiologiques dans leur contexte. Je pense que tous les radiologues le diront, hein. Et surtout, il faut, quand on utilise ce type de logiciel, mettre en place, en fonction de la structure, nous, on a un CHU, mais il y a des CH plus petits, des CH, des cliniques. Il faut en tous les cas réussir à mettre en place au niveau local des organisations qui permettent d'avoir rapidement des réponses à des questions et, si besoin, de leur convoquer les malades. Enfin, si vous posez la question, si les radiologues et l'IA ne sont pas d'accord, en fait, la réponse, elle est très simple. La réponse, elle est très simple, c'est toujours le praticien, entre guillemets, toujours le radiologue, qui a raison, et même, j'irai plus loin que ça, c'est toujours l'urgentiste qui a raison. Certes, c'est des outils performants, mais d'un point de vue réglementaire, pour l'instant, ça ne remplace pas le diagnostic médical porté par un médecin, donc soit le radiologue ou l'urgentiste. Seul le compte-rendu du radiologue fait référence médicalement, c'est écrit sur tous les comptes rendus de Boneview. Donc, pour le mot de la fin, ça va être une redite, mais je pense vraiment qu'il ne faut pas être inquiet de l'intelligence artificielle comme un remplacement des médecins, ni pour les radiologues, je pense qu'ils trouveront leur place, et surtout pas pour les urgentistes, c'est vraiment une aide, c'est une suppléance qui, nous, en tous les cas, nous sert d'autant plus dans notre métier d'urgentiste où l'interruption de tâches est importante, où on travaille la nuit, on enchaîne les malades, on nous surajoute des tâches diverses et variées. Clairement, le logiciel, dans tous les cas, nous, d'intelligence artificielle Boneview, vient pour nous aider, pour diminuer le risque d'erreur. Il rend un vrai service aux malades. Et d'un point de vue plus global, c'est des outils qui nous permettent de nous interroger sur les différents circuits qu'on peut mettre en place au sein de nos services et quelles améliorations on peut y apporter. Et je pense que dans tout ça, ce qui est important de retenir, c'est qu'il faut avoir des logiciels qui soient performants et aboutis, et surtout qui soient validés par des études. Donc, je pense que ça va encore progresser, encore arriver. Et nous, en tous les cas, on est hyper enthousiastes et très satisfaits de l'utilisation qu'on fait à l'heure actuelle du logiciel Boneview. Et on espère que ça va continuer et développer sans doute, en tous les cas, utiliser d'autres outils d'intelligence artificielle dans notre pratique quotidienne. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Et puis, on va pouvoir échanger sur si vous avez des questions. Voilà, je suis disponible. Merci à tous. Alors, merci Ulysse pour ce webinaire fort intéressant. Ça nous a permis vraiment de voir un petit peu les points de vue de l'urgentiste, de penser à des choses auxquelles on ne pense pas forcément. Hein, l'état d'esprit de l'urgentiste à 3 heures du matin qui est réveillé par, ou peut-être qui ne dort pas, mais en tout cas qui doit intervenir pour quelqu'un qui est malade déjà depuis 2 semaines, ou etc. Ça, c'est vrai que c'est des choses auxquelles on ne pense
Pas toujours. Alors, en petite question, je voudrais rebondir un petit peu sur la slide de conclusion pour démarrer. Que tu disais, il faut vraiment des outils qui soient validés. Effectivement, on est approché de plus en plus par des boîtes qui ont des solutions d'IA. Et puis, une des premières questions à leur poser, c'est vraiment, y a-t-il une validation de leur solution? Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de fois, aucun papier scientifique est publié, ou etc. Donc, c'est vraiment une caution à avoir avant d'implémenter quelque chose. Alors, j'aurais quelques petites questions pour toi. Quand tu disais, on a installé aux urgences en fait l'IA. Donc, du coup, le modèle pour vous, qui c'est qui paye en fait la solution d'IA? C'est le service de radio, c'est le service des urgences, ou c'est l'hôpital de Rennes? Alors, c'est le CHU qui paye. En fait, au tout début, on avait essayé de faire rentrer ça dans ce qu'on appelle un article 51. C'était une organisation qui était prévue par la loi de financement des innovations en santé. Mais on n'avait pas eu de retour, ça prenait du temps au niveau de l'ARS et on en avait vraiment besoin et vraiment envie de mettre en place ce parcours. Et du coup, le CHU a décidé de le financer eux-mêmes. Donc, alors, j'ai pas, ne me demandez pas le prix, c'est pas moi qui signe les contrats, donc je peux pas vous dire. Ce que je peux vous dire, c'est qu'en fait, on paye en fonction d'un volume prédéfini. En fait, c'est pas à l'unité, quoi. Enfin, mettons, je dis un chiffre au hasard, hein. On a un abonnement pour 10 000 patients par mois et on paye en fonction du forfait de 10 000 patients. Qu'on en fasse 8 000 ou 12 000, c'est à peu près la base, quoi. Donc voilà, mais c'est le CHU qui paye, ouais. Du coup, par rapport au fait que tu disais, il y a des patients qui finalement passent 1 heure et demie de moins qu'auparavant auprès des urgences, est-ce qu'il n'y a pas un risque finalement que vous ayez plus de travail avec des logiciels qui sont efficaces? Nous, on voit ça aussi en radiologie, quand ils nous disent qu'avec l'IA, ils vont faire des IRM de genoux en 5 minutes, des choses qui se font déjà dans certaines universités, etc. Mais à un moment, on dit, oui, mais on ne va pas pouvoir nous suivre au niveau des radiologues, même si vous allez nous aider, si la fréquence, elle augmente. Là, c'est vrai que si le patient il passe de moins en moins de temps aux urgences, que vous allez en avoir de plus en plus, quel est d'un peu ton point de vue sur ce sujet, entre le fait que vous allez être de plus en plus efficient et le fait que, au bout d'un moment, l'humain a quand même une limite sur ce qu'il peut tolérer, je pense, en service d'urgence. Mais... Alors, malheureusement, j'ai envie de dire, les patients, qu'on soit efficient ou pas efficient, en tous les cas, chez nous, on peut observer qu'en fait, il y en a de plus en plus à consulter. Et en fait, la durée de séjour, quand les patients sont vraiment déterminés à consulter, ce n'est pas quelque chose qui les rebute. Donc, en fait, même si on n'est pas efficient, les patients consultent de plus en plus, hein. Il y a 3 ans, enfin même plus, il y a 6 ans, moi, quand j'étais, on va dire, allez, il y a 10 ans, quand j'étais interne ici, on fermait le module de traumato la nuit. L'été, maintenant il y a des malades jusqu'à 2 heures du matin. Je ne pense pas que le fait que ça soit plus efficient, il y a un bouche à oreille pour se dire, bon, on est vu rapidement au CHU, parce qu'il y a quand même, c'est quand même 3 heures et demie, enfin 3 heures, 3 heures et demie la DMS. Donc non, par contre, je pense, pour nous, en tous les cas, ça ne va pas rajouter une surcharge de travail. Par contre, il ne faut pas que ça entraîne une surcharge de travail au niveau des radiologues. C'est un peu parce que dans les cas cliniques que j'ai présentés, il y a beaucoup de scanners. C'est un peu ce que je disais, il ne faut pas que ça surcharge les radiologues par le fait d'utiliser l'intelligence artificielle. Mais nous, en pratique, c'est plutôt quelque chose qui facilite notre flux et qui diminue notre temps d'attente et surtout le nombre de patients présents sur le plateau au même moment. Parce que moins les gens restent longtemps, moins vous avez de malades en attente, quoi. Donc, et on sait qu'aux urgences, il y a un phénomène où, en fait, au-delà d'un certain nombre de malades présents, tout prend plus de temps parce que ça désorganise le système et l'infirmière, elle ne sait plus où donner de la tête, les internes ne savent plus qui est qui. Et donc, en fait, au contraire, le fait que les malades restent moins longtemps, ça facilite le flux et je ne pense pas qu'il y ait un effet d'entraînement avec plus de malades qui consultent et une surcharge de travail. Non, je ne pense pas du tout. Ouais, on a pu constater ça en Suisse aussi, quand il y a le résultat doute sur l'algorithme, on se retrouve avec plus de scanners, notamment sur les radios qui sont faites un peu le week-end, où on n'a pas forcément de radiologue dans une structure privée qui donne un résultat sur des radios faites le samedi, dimanche, et quand il y a doute, il y a souvent un scanner qui tombe le lundi, quoi. Donc ça, c'est vrai que c'est des choses à avoir, mais si le logiciel a moins de doutes possibles, ça aide effectivement.
Par rapport aux compétences de l'urgentiste, là, tu disais, oui, bah, on sait lire des radios, etc. Est-ce que tu n'as pas peur que les jeunes urgentistes qui arrivent ne se reposent pas un peu trop sur les logiciels d'IA, finalement, et un peu moins l'œil clinique pour s'entraîner à lire des radios? On parle de automation bias en anglais, là, biais d'automatisation aussi pour les radiologues, hein, qui ça peut arriver aussi, de se reposer trop sur des solutions technologiques. Quel est ton point de vue là-dessus? Vous continuez des teachings intenses pour les jeunes radiologues, les jeunes urgentistes sur le. Alors, quand je leur présente le logiciel au début de semestre, justement, j'essaie de les pousser à regarder les radios, puisqu'on a le résultat sans intelligence artificielle et avec intelligence artificielle. Donc, à regarder d'abord par eux-mêmes, essayer de trouver les anomalies et après de regarder avec le logiciel de l'intelligence artificielle. Malheureusement, c'est vrai que des fois, un secteur, je regarde un peu ce qu'ils font et en fait, bah, ils ne le font pas forcément. En tous les cas, il y en a certains qui ne s'y astreignent pas parce que c'est sûr, c'est tout cuit, c'est plus simple. À mon sens, le plus gros problème, c'est qu'ils fassent le raccourci radio normale, pas de lésion. C'est ça. Enfin, en tout cas, pas d'atteinte osseuse, donc pas de lésion traumatique. Et que des malades qui ont des lésions alimentaires ou alors des fractures occultes qui ne se voient pas, en fait, ne soient pas bien dépistés et ressortent dans la nature. Et je pense que, en fait, c'est plutôt là où la confusion peut se faire. C'est sur ça. Bonneview dit pas de lésion. Bon, bah, le malade n'a rien. Mais après, c'est sûr que je pense que si on s'en sert en tous les cas pour les internes ou même pour nous, hein, vraiment en ayant d'abord son œil critique sur les radios sans interprétation, puis avec Bonneview, je pense qu'il peut y avoir un gain de compétences au fur et à mesure du temps, en se disant tiens, celle-là, je ne l'avais pas vue, pourquoi je ne l'avais pas vue, tiens, elle est un peu atypique, et se faire une petite base mentale de fracture, quoi. Donc voilà. Ouais, effectivement, c'est bien de jouer contre l'algorithme. Nous, on regarde aussi un peu comment fonctionnent nos radiologues. C'est vrai que ça dépend un petit peu du flux. Soit tu lis une pile de radio et puis là, tu as tendance à regarder vite fait quel est le résultat de l'algorithme. Soit, bah, si c'est une radio au fil de l'eau, comme ça, bah, tu peux jouer aussi contre. Ça dépend un peu de chacun son mode de fonctionnement. Est-ce que tu as pu avoir un retour des patients, en fait? Est-ce qu'eux sont au courant, finalement, que leurs données sont traitées par IA? Est-ce qu'ils ont pu vous donner un feedback? Je suis Alors, d'accord, je suis pas d'accord. au tout début de la mise en place, en fait, chaque malade à l'accueil devait signer une lettre d'information, donc comme quoi il était au courant que ces images allaient être traitées par un logiciel d'intelligence artificielle et qui entraient dans une filière. Donc voilà, c'était juste un accord de non-opposition. Il signait, puis on consignait tout ça. Et en fait, il n'y avait pas de malade qui refusait en fait de rentrer dedans, soit par peur de ne pas être pris en compte par un médecin, donc d'avoir juste un logiciel qui le prend en charge, ce qui n'est pas le cas, hein, on leur expliquait bien, ou alors par peur que ces données de santé, entre guillemets, bah, se retrouvent, je ne sais pas, dans l'entreprise qui utilise, enfin, en tout cas dans les serveurs de Bonneview. En tout cas, il n'y a pas du tout cette peur-là. Et en fait, en accord avec la protection des données du CHU, en fait, maintenant, c'est juste une information orale auprès des malades. Si jamais ils sont opposés, ils peuvent le dire à ce moment-là. Bon, c'est un peu plus compliqué, mais on les fait pas rentrer dans le logiciel. Mais globalement, enfin même pas globalement, en fait, les gens, je pense qu'ils, voilà, à l'heure actuelle, ils ont intégré que l'intelligence artificielle, que l'informatisation des données de santé, c'était quelque chose de quotidien. Et l'intelligence artificielle qui finalement était au-delà des données de santé. Et en fait, ça les inquiète pas plus que ça. Et au contraire, euh, savoir qu'il y a un autre contrôle qui n'est pas humain de leur radio, je pense que en fait, les gens sont pour, parce que ça, en France, en tous les cas, ça ne leur coûte pas plus d'argent et le service rendu, bah, finalement, il est un peu meilleur. Donc, les patients sont plutôt pour, quoi, même totalement, quoi. Ouais, vous n'avez pas eu pour le moment de patient qui refuse de payer sa facture parce qu'il a dû faire un scanner qui était dû à un algo qui a dit doute ou des choses comme ça? C'est-à-dire que notre système est fait en sorte que les gens ne payent pas tous les examens complémentaires qu'ils ont aux urgences. Alors là, je pense que pour le coup, Ouais. se poserait la question chez beaucoup de malades, hein. C'est vrai qu'on a des franchises en Suisse, on n'a pas tout à fait le même système. Ouais. Non, en France, vous pouvez avoir une radio, un scanner, une IRM, puis j'en sais rien, derrière une ponction lombaire, et puis ça vous coûte le prix d'un passage, quoi, hein. Donc, ça ne Ouais. coûte rien, en fait. Alors, on sait qu'en général, les médecins sont un peu réticents au changement, aux nouveautés là, dans le service. Le fait de changer comme ça les flux, est-ce que ça a pu te poser des problèmes? Il y a eu des médecins qui étaient contre, des Alors, réticences un peu au sein de l'équipe? il y a eu
Disons qu'il y a certains médecins plus anciens qui ont vu, en fait, au-delà du circuit, mais dans l'arrivée de l'intelligence artificielle, enfin du logiciel, un peu une peur du remplacement. À dire, c'est un logiciel, puis en fait, ça sera un logiciel qui sera utilisé par des infirmiers en pratique avancée ou en tout cas pas des médecins, et en fait, ça nous remplacera, et à terme, en fait, on mettra 2 IPA pour faire un médecin, quoi. Il y a eu cette peur un peu initialement d'être remplacé, de voir disparaître son rôle. Ce qui, en fait, finalement, rétrospectivement, ils se sont bien rendus compte que ce n'était pas du tout le cas et que c'était un outil, que c'était en aucun cas un médecin, en fait, qui permettait de faire un diagnostic, une conduite à tenir et de prendre en charge le patient. Donc, il y a eu vraiment cette interrogation-là. Et de façon plus globale, en discutant avec d'autres médecins, d'autres CH, qui n'utilisent pas Bonview, mais un concurrent, je n'ai plus le nom, hein, qui, en fait, d'après ce que j'ai compris, donne comme résultat suspicion faible de fracture ou alors suspicion forte. Enfin, en fait, il n'est pas tranchant dans ce qui répond. Et en fait, eux étaient très dubitatifs quant à l'utilité parce qu'ils disent, en fait, on ne sait pas trop, le logiciel ne tranche pas. Donc, clairement, je pense que c'est plus un problème. Enfin, en tous les cas, il faut un outil qui soit adapté et qui soit décisif, enfin, qui donne une vraie décision dans le diagnostic, quoi. Fracture, pas de fracture, ou à ce moment-là, un doute, mais comme je l'ai expliqué plein de fois, pas trop fréquemment. Donc, il y a dans certains autres services, oui, services et hôpitaux, une remise en compte, dans tous les cas, des logiciels qu'ils avaient pu acquérir dans ce cadre-là, ouais, parce que si jugés pas assez performants, ou y compris, ou trop de radio, ou ça leur allait pas, quoi, au quotidien, parce que pas satisfait des performances du logiciel. Il y avait 2 questions dans le chat de Hazal Almouzibel. La première, la plus simple, c'est est-ce que ça fonctionne sur les patients de moins de 18 ans, l'algorithme? Alors, il fonctionne pour la traumatome membre, le bassin, le rachis lombaire et thoracique, le grille costal, et pour les patients de moins de 18 ans. Sachant que, alors je n'ai pas refait la vidéo depuis, mais l'étude Princeps qui était parue, elle n'incluait pas ni le grille costal, ni le rachis, ni les patients de moins de 18 ans. C'était que des patients de plus de 18 ans. Donc, voilà, je pense que s'ils le mettent, c'est probablement qu'ils ont des performances qui sont quand même correctes, hein. Je vois pas un logiciel, enfin, une société, ça peut arriver, mais en tous les cas, ça a l'air d'être c'est une société qui est sérieuse quand même. Donc, je ne pense pas qu'ils le mettraient si ce n'était pas le cas. Mais effectivement, en tous les cas, c'est accessible pour les patients mineurs. J'ai vu passer une publication il y a quelque temps là, de Ah, Toine Nguyen, qui est radiopédiatre à Paris, là, pour essayer de valider justement l'algorithme chez les populations plus pédiatriques, là. Donc, il y a eu des publications depuis sur le sujet. Puis la d'accord, deuxième c'était probant du question. coup? Ouais. Pardon? C'était probant Euh, du coup, ouais. Oui, oui, écoute, c'était en tout cas probant, hein. Ils avaient présenté ça au Congrès européen de radiologie et puis à l'ESSR, je crois, le congrès de musculo-squelettique. Et puis l'autre question du même intervenant était est-ce qu'il y a la possibilité pour les techniciens, donc les manips radio, finalement, qui utilisent l'algorithme, de libérer ou de diriger les patients selon la réponse de Boneview. Alors ça, c'est vrai qu'on est sur les workflows un peu impactés par l'IA, savoir que alors chez vous, il y avait un tri à l'accueil, il va en radio, et disons que le technicien en radio, il va peut-être avoir le résultat de l'algo, et est-ce que là, il y a une décision qui peut être faite entre finalement la suite de la prise en charge, une orientation un peu par TRM plus IA, enfin le manip radio. Bon, là, je ne pense pas que sur Rennes, vous aviez eu cette expertise ou expérience. Non, pas du tout. Alors, c'est pas qu'on ne travaille pas avec les manip radio, mais ils n'ont pas du tout été impliqués dans le fonctionnement du service en termes d'organisation et d'orientation des malades. Je sais qu'il y a une expérimentation, alors pas sur l'orientation, mais sur les performances de la lecture de radio par les manip radio plus logiciel qui est fait vers Poitiers. Je ne sais pas si ça a été publié non plus déjà, mais je sais que c'était en cours d'études. En tout cas, dans notre service, nous, c'est pas du tout quelque chose qui est envisagé, et entre guillemets quelque chose qui est envisageable parce qu'on a il y a un peu une très forte tension sur les manips radio, et clairement, on ne peut pas leur ajouter des tâches de ce niveau-là à l'heure actuelle, quoi. Effectivement, ça change un petit peu la définition du métier s'ils doivent vraiment orienter un peu les patients.
Très bien, je crois qu'il est 13h04. C'est très intéressant. On aura probablement d'autres questions à te poser, mais je pense que si vous êtes d'accord, on va s'arrêter là. Vous avez de toute façon les mails. S'il y a d'autres questions brûlantes qui vous viennent a posteriori, n'hésitez pas à nous les envoyer. Un grand merci, Ulysse, pour ce De retour rien. d'expérience vraiment très intéressant. Merci à tous les participants. Et puis, on vous souhaite une belle fin d'année, des belles fêtes et une bonne après-midi à vous. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.